Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Malikoura à Tassira 2, le Mali, un pays d'élevage et de pêche par excellence. En chiffres, l'on note plus de 76 millions de têtes et plus de 100 000 tonnes de poissons. Chaque année, un secteur sur lequel les autorités de la transition s'appuient fortement pour assurer l'autosuffisance alimentaire et le développement socio-économique du pays. Quelles sont les actions réalisées cette année en cours et les perspectives pour promouvoir davantage le secteur? On en parle ce soir avec Youbaba. Youbaba est le ministre de l'Élevage et de la Pêche. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En plateau avec moi pour conduire cet entretien, Mariam Maïga du studio Tamani. Bonsoir Mariam. Bonsoir Ibrahima Traoré, bonsoir Monsieur le ministre. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur ORTM 1 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM et sur nos médias partenaires. Monsieur le ministre, ma première question, quel est l'état du cheptel malien? Le pays compte combien de têtes exactement à ce jour? Permettez-moi de vous remercier pour cette opportunité régalienne de rendre compte au peuple malien, de saluer et remercier les plus hautes autorités, le président, son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, et le Premier ministre, chef du gouvernement, pour avoir eu la confiance à ma modeste personne pour conduire dans le gouvernement la politique de l'élevage et de la pêche. Votre question, c'est comment se porte le cheptel. Notre cheptel aujourd'hui, qui est composé de 12 millions de bovins, de 21 millions d'ovins, de 29 millions de caprins, et j'en passe, donc se porte bien. C'est vrai que le Premier ministre, avec l'accompagnement du chef de l'État, vient effectivement de lancer la campagne de vaccination du cheptel sur toute l'étendue du territoire. Cette action se réalise chaque année et qui a besoin d'être accompagnée. Aujourd'hui, elle sera menée par 159 acteurs qu'on appelle les titulaires de mandats sanitaires, et 125 agents de l'État qui sont nos agents, qui sont dans les différentes directions régionales et les services régionaux. C'est pour dire que notre cheptel, depuis un certain temps, toutes les actions sont menées pour faire en sorte qu'il se porte de plus en plus mieux. Parlons concrètement de l'élevage. Qu'avez-vous réalisé à ce niveau, très concrètement, en termes d'infrastructures? En termes d'infrastructures de 2021 à nos jours, nous avons effectivement réalisé plusieurs choses. Beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées à travers tout le pays. Le balisage de routes, les systèmes d'hydraulique, aussi bien améliorés que les autres systèmes. Les espaces pastoraux ont été aménagés. Aujourd'hui, nous avons 592 000 hectares qui ont été aménagés dans le Sahel occidental. Et ça permet au cheptel de rester sur place et de ne pas partir au niveau, effectivement, des pays limitrophes où il y a beaucoup de difficultés. Nous avons acheté beaucoup de moyens roulants pour permettre à nos acteurs qui sont sur le terrain de se déplacer. Et nous avons aussi permis à certains, depuis 2021, de donner aux acteurs de l'aliment bétail. Chaque année, le gouvernement donne 4 milliards pour l'élevage et la pêche. Depuis l'année dernière, c'était 4 milliards, mais avant, c'était 3 milliards. 1 milliard pour l'aliment bétail
et 1 milliard pour payer les arriérés au niveau de ce sous-secteur. Donc c'est pour dire qu'à ce niveau, nous avons beaucoup de réalisations pour permettre à notre cheptel d'être à hauteur de souhait et lui permettre d'avoir de l'alimentation. Parce que nous, notre raison d'être, c'est de donner de l'alimentation au niveau de notre bétail. Et nous avons effectivement pu réaliser ces infrastructures à tous ces niveaux. Et il faut ajouter que nous avons lancé en août 2021 une action salvatrice pour ce bétail-là, c'est-à-dire l'intensification de la culture de l'herbe à éléphant, qui est une herbe très nutritive, qui peut donner 500 tonnes d'herbe fraîche par hectare et par an. Et ça permet de donner de l'alimentation à 50 bovins. Imaginez-vous, le pays compte 30 millions d'hectares pour l'élevage. Et donc, si nous parvenons à mettre en œuvre cette initiative au niveau des 12 000 villages que compte le pays, je sais que l'autosuffisance alimentaire au niveau du bétail, en tout cas, sera au rendez-vous. L'alimentation du bétail reste un défi un peu partout dans le pays. Comment est-ce que vous y travaillez pour soulager un peu les éleveurs? Parce que de plus en plus, on parle de l'aliment bétail qui est cher sur le marché. Je pense que par rapport à cet élément, le gouvernement, je viens de le dire, donne 1 milliard chaque année aux acteurs pour l'embouche bovine, pour les laitiers, pour les autres acteurs. Cela permet de réduire leurs peines, mais aussi et surtout, il faut avouer que depuis 2022, il y a une initiative présidentielle qui a permis de réserver 10% de la graine de coton, effectivement, aux cotonculteurs, aux laitiers et aux emboucheurs. Quand on donne cela, je pense que ça permet de jouer en tout cas sur le prix, parce que le prix là, de l'aliment bétail, c'est l'offre et la demande. Et à ce niveau-là, il faut le dire, que ça permet de toucher 8056 personnes en 2022 et effectivement, dont 401 femmes. Cette initiative présidentielle très salutaire a été reconduite pour le bonheur de ces cotonculteurs, de ces emboucheurs et de ces laitiers en 2023. Et il y a une commission nationale qui est en train de travailler là-dessus pour pouvoir vraiment intervenir sur l'exaction et amoindrir le coût effectivement de l'aliment bétail, peser en tout cas sur le prix de l'aliment bétail. Et malgré ce tableau reluisant, la population se plaint de plus en plus de la cherté du prix de la viande sur le marché. Pour la viande aussi, il faut dire que c'est l'offre et la demande. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, notre pays traverse toujours une période un peu difficile. Il y a le problème d'insécurité pour l'acheminement de bétail. Et il y a le vol de bétail. Il ne faut pas se cacher la face. Il y a le vol de bétail à beaucoup de niveaux. Les gens ont perdu des milliers de bovins, de caprins et autres, ce qui vraiment bloque un peu l'acheminement du bétail vers les marchés. Et quand le bétail ne vient pas, la demande étant là, le prix va augmenter. Mais il est clair que, en tout cas, le gouvernement est en train de faire de son mieux pour que le prix de la viande ne puisse pas grimper. Monsieur le ministre, parlons toujours de viande. En termes d'industrialisation, qu'est-ce qui est fait pour valoriser la viande au Mali? Des actions concrètes sont en train d'être menées. La première action qu'on peut citer, c'est que le plateau technique de l'abattoir de Sabalibougou, qui appartient à l'État, est en train d'être rénové pour vraiment rehausser le plateau technique de nos abattoirs, mais aussi et surtout de donner des moyens
pour cela. Nous avons lancé une étude parce que nous avons l'ambition pour ce pays qu'on n'exporte plus la viande, c'est-à-dire les animaux sur pied. Nous avons lancé avec le PACAO une étude pour la labellisation de la viande malienne. Et qu'est-ce qui est fait très concrètement pour renforcer les équipements de production de l'élevage? Les éléments de production de l'élevage, il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Je viens de parler des 592 000 hectares qui sont effectivement aménagés, mais aussi nous avons eu à piloter des conventions, des conventions entre l'Office du Niger et d'une part le Conseil régional de Ségou, mais aussi la FEBEVIM pour effectivement réaliser des espaces pastoraux. Parce que vous savez très bien, par rapport à l'élevage, ça c'est un handicap. Et nous sommes en train de nous y atteler. Et il faut dire qu'il y a des projets structurants qui sont en cours dans notre pipeline. C'est la construction de 4 abattoirs ISO, à Gao, à Sikasso, à Ségou et à Bamako. Mais est-ce que vous avez les moyens de cette politique, Monsieur le ministre, en termes d'argent, bien entendu? En termes d'argent, nous sommes en train de chercher. N'oubliez pas que nous avons quand même des partenaires stratégiques qui financent l'élevage depuis bientôt 6 ans. La Banque mondiale, à travers le PRAPS 1 et le PRAPS 2, j'ai eu à lancer les activités du PRAPS 2 en mars 2022 pour 36 milliards, rien que pour l'élevage. Aussi, nous avons la Banque islamique de développement. L'autre jour seulement, j'ai lancé la deuxième phase du programme PEDIRAM pour l'aviculture et pour l'aquaculture, pour 15 milliards 300 millions. Qui dit élevage parle également de transhumance, c'est-à-dire le mouvement des animaux. Qu'est-ce qui est fait? Comment vous collaborez aujourd'hui avec les pays voisins dans ce processus-là? Je pense qu'à ce niveau aussi, nous avons posé des actes depuis que nous sommes venus, depuis 2021. Il faut dire que la coopération est à hauteur de souhait. Nous avons eu à signer un accord de transhumance avec la Guinée en avril 2022 pour permettre à nos animaux d'aller effectivement dans ce pays ami et d'y rester pendant 4 mois, de février à mai. Nous avons par la même occasion signé un accord avec la Mauritanie pour permettre d'opérationnaliser une autre convention concernant la production et l'industrie animale, mais aussi la santé animale, qui date de 2016, mais qui ne comportait pas un comité de pilotage, un comité qui se réunit pour voir toutes les actions qui doivent être menées et qui, donc on a dit ça, c'est l'opérationnalisation du comité de supervision ou de comité de suivi. Il faut un suivi pour toute action que nous menons dans ce secteur. Donc voilà 2 accords. Récemment, nous sommes en négociation aussi avec le Niger pour établir un accord de transhumance à ce niveau entre nous et le Niger. À l'interne, la préservation des pâturages demeure une préoccupation. Qu'est-ce qui a été fait à ce niveau pour éviter tout problème? Il faut dire qu'à ce niveau, je viens de parler des 592 000 hectares qui sont totalement dédiés à l'élevage, qui sont aménagés. Il y a de l'eau, il y a le pâturage et les animaux restent à ce niveau. Ça, c'est un de 2. J'ai dit que nous avons effectivement supervisé la signature de 2 accords de collaboration ou de convention de rétrocession de l'Office du Niger avec, d'une part, l'Assemblée régionale de Ségou et, d'autre part, la FEBEVIM. Mais sur le terrain, Monsieur le ministre, la réalité est tout autre. Quel mécanisme est mis en place pour
vraiment mettre en œuvre tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure? Nous sommes en train de poser tous les actes qu'il faut. C'est vrai que de tout le temps, depuis que il y a toujours des conflits entre les éleveurs et les pêcheurs. Mais ce que je viens de dire tantôt, vraiment tranche pour dire que nous avons 592 000 et nous voulons couvrir tous les territoires. Maintenant, au nord aussi, c'est la même chose. Nous venons aussi avec l'USAID de superviser le lancement d'une nouvelle initiative par rapport à l'élevage à ce niveau, où il y a des conventions entre les acteurs pour pouvoir vraiment utiliser les ressources naturelles disponibles, les utiliser à bon escient et d'éviter aussi des problèmes entre agriculteurs et éleveurs. Donc ça c'est Mopti et Tombouctou, avec effectivement Gao. Donc ces actions sont en train d'être menées pour pouvoir circonscrire ces problèmes. Monsieur le ministre, qui parle d'élevage parle de lait également. Et selon des statistiques, le Mali fait partie des grands producteurs de lait dans la zone IOMOA. Concrètement, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour la valorisation de ce lait local et surtout sa transformation? Vous me donnez l'occasion effectivement de parler d'un pan au niveau de l'élevage qui est très important, c'est l'insémination artificielle. Cette insémination est là depuis 2015. Elle a concerné presque 90 000 vaches et chèvres, mais aussi il y a eu 30 000 naissances. Et cette insémination permet d'une part d'avoir de la viande. Effectivement, une vache inséminée peut donner, le veau d'une année pèse 250 à 300 kilos. Alors qu'il faut attendre 5 ans pour que la race locale puisse atteindre ce poids. Idem par rapport au lait, une vache issue de l'insémination donne 15 à 20 litres par vache et par jour, alors que la race locale est entre 3 et 5 litres. Nous avons effectivement un partenariat avec la Suisse et avec d'autres partenaires pour ce lait qui est produit, qu'on puisse le collecter et le transformer. Donc nous sommes en train de mener des actions pour la collecte de ce lait, sa conservation et sa transformation au bénéfice de nos femmes et de nos filles. Vous donnez combien de temps pour réaliser ces grands projets? C'est à court, moyen ou long terme? Non, il y a des actions qui sont en cours. Je viens de donner le chiffre par rapport aux 90 000 inséminations. Et le processus va continuer pour le bonheur de nos populations. Chaque année, lors de périodes de grande consommation, fête de Tabaski, fête de Ramadan, nous assistons à des opérations également pour faciliter un tout petit peu l'acquisition du bétail à la population. Et vous avez même mis en place, je pense, une stratégie pour limiter un peu l'exportation du bétail à l'extérieur. Et qu'en est-il aujourd'hui de cette stratégie également et comment vous travaillez également avec les autres ministères? Parce que je sais que la fixation du prix également n'est pas de votre ressort pour qu'il y ait plus de bétail et qu'on puisse l'avoir également facilement au sein de la population. À ce niveau, il faut dire que cette initiative s'appelle la vente promotionnelle. Elle est faite aussi bien pour les bovins, pour la fête d'Aïd el-Fitr, mais aussi les ovins pour la Tabaski. Sachez que nous avons 44 lieux d'approvisionnement des centres de vente du bétail. Il y a 44 lieux à travers lesquels on achemine le bétail pour les centres urbains. Et dans le cadre de la coopération avec les autres départements, nous avons effectivement fait en sorte que, avant cette période, nous puissions nous réunir et avoir une franche collaboration entre nous et le ministère de la Défense, mais aussi le ministère de la Sécurité, pour l'acheminement en toute sécurité de ces bétails qui vient
des niveaux reculés vers Bamako, vers Caille, vers Mopti, vers Sika, et j'en passe. Donc à ce niveau-là, il faut saluer les autorités, les FAMA, mais aussi les autorités de la sécurité, parce que nous mettons un écriteau sur chaque véhicule pour dire laissez passer. Ce bétail est escorté par nos FAMA du lieu de production au lieu de vente. Parlons pêche et aquaculture. Quelles sont les actions réalisées à ce niveau, Monsieur le ministre? Je vous remercie beaucoup. Sachez que à ce niveau aussi, nous avons beaucoup de réalisations. Je viens de le dire tantôt à l'instar de l'élevage. Le gouvernement donne 3 milliards, dont a donné cette année 4 milliards. Donc, nous investissons 1 milliard pour l'aliment poisson. Et là, effectivement, à ce niveau, ça permet, c'est pour le bonheur des acteurs à tous les niveaux, aussi bien des femmes que des hommes. Et ça permet aussi de réduire les coûts. Et ça permet aussi d'avoir une intensification de notre pêche. Mais il faut avouer que depuis un certain temps, à cause des changements climatiques, le poisson pêché est rare. D'où notre nouvelle stratégie qui consiste à faire de la pisciculture. Il y a 9000 tonnes qui sont aujourd'hui produites par cette pisciculture. Et c'est sûr que les potentialités sont là. Nous avons 1700 km de surface d'eau sur le fleuve Niger et 700 km sur le fleuve Sénégal. Sur tous ces espaces, nous pouvons faire de la pisciculture. Et sachez que ça permettra certainement très bientôt d'avoir une autosuffisance alimentaire en poisson. Si nous importons aujourd'hui 200 000 tonnes, parce que nous produisons 100 000 et nous avons constaté que les Maliens consomment 300 000 tonnes de poissons effectivement par an. Donc l'importation est là. Que nous avons élaboré un plan quinquennal de la pêche et de l'aquaculture qui, nous félicitons effectivement notre collègue des finances qui a commencé à donner les moyens pour son opérationnalisation, mais nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire parce que ça fait à peu près 69 milliards de francs CFA pour les 5 années. Je voudrais juste rebondir à ce qu'il avait dit. Il avait déjà commencé à parler du fleuve, l'élevage du poisson, et je disais la pêche au niveau du fleuve, que le poisson se faisait rare, le changement climatique. Et qu'est-ce que vous avez mis en place un tout petit peu pour inverser cette tendance-là? Vous avez parlé de l'aquaculture, mais au niveau du fleuve, quelles sont les initiatives? Je viens de vous dire qu'au niveau de Sélingué, par exemple, on a été visiter Sélingué, il y a des casques circulaires qui produisent 150 tonnes de poissons. Ça, et si nous faisons ce genre d'action sur tout le fleuve Niger, sur tout le fleuve Sénégal, ça permet, ça c'est des actions concrètes. Au plan institutionnel également, nous savons qu'il y a eu des actions. Alors, qu'est-ce que vous avez élaboré comme architecture institutionnelle solide pour pouvoir coordonner toutes ces actions et mener à bien votre mission? Je vous remercie beaucoup. Par rapport à cet aspect, il faut dire que nous sommes aujourd'hui en train de finaliser au niveau des 2 départements la loi de programmation des investissements. Sachez qu'au niveau institutionnel, il y a la loi d'orientation agricole. En son article 195, il est dit que nous devrons élaborer une loi sur les investissements. Et cette loi, ça va aller de 2023 à 2032. Ça, c'est du point de vue projection des dépenses agricoles avec grand A, de 2023 à 2032. De l'autre côté, il y a effectivement, à l'issue de la loi sur la pharmacie vétérinaire, il y a eu des décrets. Et pour aussi les ovules et les embryons, nous avons posé des actes à ce niveau pour permettre de... Et au niveau de la pêche, il y a eu un manuel de procédure qui a été revu et nous avons effectivement des actions
qui ont été menées pour pouvoir mener à bien tout le système de notre de management. Au niveau aussi de la pêche, il y a eu des actions à ce niveau aussi pour permettre d'opérationnaliser certaines. La preuve, il y a le PDEPS, Programme de développement, depuis sa création en 2016, c'est récemment qu'il y a eu une loi qui crée ce programme. C'est un programme structurant financé par la BID, mais il n'y avait pas de loi. De façon générale, au niveau de l'élevage et de la pêche, quelles sont les difficultés rencontrées au cours de cette année? Bon, il faut dire que nous avons un grand problème, c'est le manque de ressources humaines. Nous avons des cadres organiques qui sont remplis à hauteur de 20%. Donc, il y a lieu, nous avons peu de personnel, le personnel n'est pas suffisant, le personnel d'encadrement aussi n'est pas suffisant. Il faut dire aussi que l'élevage est sous-financé. Nous avons fait des programmes, élaboré des programmes structurants, ça fait 11 milliards et quelques, pour lesquels nous avons besoin d'accompagnement non seulement de l'État, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Et pour le programme de la pêche et de l'aquaculture, ça vient tout juste de démarrer. Donc, nous avons besoin d'accompagnement pour que vraiment l'autosuffisance puisse être au rendez-vous en matière de pêche, mais aussi que notre viande puisse être exportée dans l'intérêt de nos éleveurs et dans l'intérêt de tout le système au niveau de la pêche et de l'aquaculture. Vous avez quasiment évoqué les perspectives de votre département tout au long de cet entretien. Si vous avez des perspectives à court, moyen et long terme, est-ce qu'on peut en savoir davantage? En quelques minutes, je voulais vous dire que nous avons besoin d'un accompagnement pour l'adoption de la politique nationale de la pêche et de l'aquaculture, qui est élaborée depuis un certain temps, mais qui a besoin d'être validée au niveau du plus haut sommet. C'est vrai qu'il y a des préalables, c'est l'évaluation de la politique précédente. Nous avons besoin aussi d'accompagnement pour l'élaboration cette fois-ci. L'autre, c'était l'adoption. Cette fois-ci, c'est l'élaboration, la validation et la mise en œuvre de la politique de l'élevage. Idem pour la politique nationale de la santé des animaux et de la santé vétérinaire. Donc, toutes ces actions sont dans notre pipeline et nous sommes en train vraiment et nous avons besoin d'un accompagnement très fort pour pouvoir effectivement venir à bout des problèmes qui sont là, des problèmes pour que l'objectif final de notre raison d'être, c'est l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle des Maliens dans le domaine de l'élevage et dans le domaine de la pêche. Monsieur le ministre, si vous avez un dernier message particulier à lancer à tous ceux qui vous suivent en ce moment, quel est ce appel aux Maliens et à vos partenaires? Aux Maliens, je veux dire de nous accompagner, mais aussi, surtout à la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, le projet ou programme structurant dont je viens de parler, imaginez-vous, il est bâti sur 10 hectares par village que les jeunes peuvent cultiver. Ils auront effectivement cette herbe-là, 10 hectares, à raison de 500 tonnes par hectare. Ils peuvent avoir de la matière et ils n'iront plus à l'exode, à l'immigration clandestine. Au niveau de la pêche, nous invitons les populations à vraiment la pisciculture, parce que c'est là où il y a le salut. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci Mariam. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Fin de ce numéro, Malikoura Tassira 2. Nous recevions ce soir Ayoub Baba, ministre de l'Élevage et de la Pêche. Excellent moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.